Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct comme tous les vendredis après-midi dans le Grand Journal. Simone, vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee, l'IJC, et vous revenez de Londres où se sont tenues il y a quelques jours des discussions entre responsables communautaires, notamment sur la manière de lutter ensemble et au-delà des frontières contre la haine anti-juive. Quelles conclusions ont pu être tirées à l'issue de ces réunions ? Écoutez, plusieurs choses. D'abord, un constat très grave de la situation de l'antisémitisme en Angleterre, peut-être plus grave encore qu'ici, Pourquoi ? avec des manifestations. Parce que, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a des manifestations d'antisémitisme presque dans quasi-totalité des domaines, y compris des domaines où j'étais moi-même un peu surprise. Par exemple, dans le domaine de la santé. Il y a un énorme problème aujourd'hui dans les hôpitaux anglais, notamment des hôpitaux publics où des patients juifs ont été discriminés, y compris des enfants qui ont été refusés de soins. Des refus de soins, des remarques antisémites, le fait d'être en haut de la liste pour être traité par un médecin et finalement se retrouver à la fin, et aussi une question de radicalisation qui semble être de plus en plus évidente chez beaucoup de médecins et soignants dans les hôpitaux anglais. Hôpitaux publics, Simone, hein, c'est bien ça. Public, oui. Alors, c'est pas la réalité, c'est que ce n'est pas uniquement dans le public, c'est y compris aussi dans le privé, mais c'est surtout très présent dans le public, avec aussi des questions donc de radicalisation que je vous disais, avec des voyages qui se font ensuite par des organismes pour les amener, certains médecins à l'étranger, et notamment dans un certain nombre de pays arabes, où il y a ensuite semble-t-il, des crash courses de radicalisation, et donc voilà, un problème très profond. La même chose, bien évidemment, dans les écoles. Donc voilà, donc presque dans tous les domaines. Vous avez certainement vu les manifestations aussi très, très violentes qui ont lieu presque toutes les semaines. Ça préfigure, pardon de le dire comme ça, Simone, ça préfigure ce qui pourrait se passer ailleurs dans quelques années, en France peut-être ? En tout cas, si on fait pas assez, si on fait rien, c'est sûr. Si on ne fait pas assez, ça risque également d'arriver. Oui, c'est une situation qui semble assez évidente. Est-ce qu'il y a des conditions, intrinsèques à la Grande-Bretagne qui peuvent expliquer ces dérives et auxquelles on pourrait échapper en France par notre système et un certain nombre de valeurs ? Alors, il y a bien évidemment le système communautariste qui est très présent en Angleterre. Il y a aussi la question de l'isolationnisme qui est parfois très présent en Angleterre. Mais mine de rien, encore une fois, les mêmes phénomènes existent partout. Il y a aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de députés clairement islamistes qui se retrouvent au Parlement, notamment après les dernières élections, où on a vu d'un côté donc le candidat Labour, Keir Starmer, qui a essayé de se distancier très clairement de son prédécesseur Jeremy Corbyn, mais en même temps, Jeremy Corbyn qui a mené une liste où il y a 4 donc députés qui ont été élus et qui ont fait campagne sur un seul sujet, c'est le sujet de Gaza. Et ces députés-là sont clairement islamistes, ils se trouvent aujourd'hui au Parlement anglais. Donc voilà, on voit quand même une dérive qui a lieu, et un gouvernement anglais donc du Labour qui est nouveau et qui va tout devoir réapprendre. Et si je peux me permettre, ensuite, il y a la question de l'antisémitisme dont on a parlé, mais il y a ensuite la question d'Israël, où il y a un sentiment que en prenant des positions plus dur maintenant vis-à-vis d'Israël. Il y avait bien évidemment la question de la CPI, il y a la question de l'UNRWA où le financement a été repris par le gouvernement anglais, comme si c'était une manière de se racheter une paix sociale. Et ça, je pense que c'est un très grand danger parce que bien évidemment, comme toujours, les ennemis le sentent, les islamistes en particulier le reniflent.
Et donc la situation est effectivement très, très inquiétante. La communauté juive elle-même est bien évidemment très présente, très organisée, très mobilisée, mais on ressent quand même aussi une inquiétude très forte et des questions pour elle, comme elle se pose un peu partout, d'un avenir en Angleterre. Que je pense, notamment pour cette communauté qui n'a pas souffert de la Shoah et qui n'a pas fait face aux mêmes questions que beaucoup de Juifs dans le reste de l'Europe, Et se pose quand même aujourd'hui. qui est surprise à la différence de la France, peut-être, où la communauté juive, depuis maintenant la seconde intifada, est, j'allais dire presque, et malheureusement habituée à ce que, à certains moments, notamment lors de crises au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ça s'accompagne de manière assez régulière d'actes antisémites plus ou moins graves et parfois meurtriers. Les Anglais, les Juifs britanniques ne sont pas forcément habitués à ces événements-là. Alors, la question de l'antisémitisme, elle existe bien évidemment depuis longtemps quand même en Angleterre. Il y a eu cet grand épisode de Jeremy Corbyn, où effectivement beaucoup de juifs anglais se sont posés les mêmes questions à cette époque-là. Mais je pense qu'il y a eu un sentiment qu'une fois cette question résolue, que finalement c'était qu'un petit épisode. Comme si ça avait été une simple parenthèse. Exactement. Et la réalisation aujourd'hui que c'était pas une parenthèse et que la question de l'antisémitisme reste présente, voire est encore plus importante et surtout pose des menaces physiques aujourd'hui sur les juifs anglais. Oui, je pense que pour beaucoup de juifs anglais, c'est une surprise et donc il va falloir beaucoup d'armement intellectuel et politique pour y faire face et aussi voilà, beaucoup de force pour dire aussi les choses de manière claire au gouvernement en face. Et ça, je pense que c'était également un aspect. C'est-à-dire ? Autant je trouve que la communauté juive française a, avec le temps, acquéri une certaine capacité à dire les choses clairement, avec diplomatie, avec politesse, mais dire les choses clairement à partir du moment où il y a un désaccord avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec les responsables politiques, autant je trouve qu'en Angleterre, il y a une certaine forme de timidité. Qui s'explique par quel facteur ? Qui s'explique, je pense, beaucoup par une manière d'être très intégré dans la société anglaise et aussi le fait qu'une grande partie de la communauté juive anglaise se trouve plutôt sur la gauche de l'échiquier politique, qui s'est retrouvée abandonnée pendant l'épisode Corbyn, donc extrêmement inquiet. Et maintenant que, après 14 ans d'absence, le parti Labour est de nouveau de retour, voilà, presque une forme de soulagement qui donc est combinée avec cette politesse-là, où on se dit, faut pas les froisser trop, ils sont de retour. Voilà, donc je pense que c'est un peu cela qu'on retrouve quand même aussi. Mais voilà, il va falloir s'armer, il va falloir bien se préparer parce que voilà, les choses sont quand même assez compliquées. Encore une fois, notamment aussi sur la question de l'islamisme, sur la question dont le gouvernement traite la question d'Israël et toutes les conséquences, bien évidemment, que cela a sur la communauté juive anglaise ensuite sur place. Alors on essaie d'établir une forme de comparaison entre les situations des communautés juives britanniques et françaises. Est-ce que les Britanniques pourraient également suivre, parfois avec une certaine appréhension, ce qui se passe dans un pays que vous connaissez très bien, Simone, les États-Unis, où le Parti démocrate américain va devoir se reconstruire après la défaite et le retrait, par ailleurs, de Joe Biden, un parti démocrate qui est traversé également par un courant de palestinisme assez prononcé. Oui, la réalité, c'est que quand on regarde bien tous les partis de gauche partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, il n'y a aucune exception presque. Évidemment, cette question se pose très fortement aujourd'hui aux États-Unis. Il y a ceux qui pensent et qui ont une analyse et qui se disent la raison pour laquelle Kamala Harris
a perdu, c'est justement parce qu'elle n'a pas su s'adresser à l'intégralité du peuple américain et qui a continué à jouer un peu cette carte identitaire qu'on a déjà vue sur Hillary Clinton, indépendamment de la question de la question palestinienne, mais effectivement qui rentre là-dedans. Et donc il y a ceux qui pensent que, au contraire, il faut se positionner à gauche, et c'était ça la grande erreur. Et de l'autre côté, ceux qui pensent exactement le contraire. Donc il y a un courant, il y a une bataille qui va s'opérer au sein même du Parti démocrate, et on verra qui la gagnera. Mais beaucoup dépendra pour l'avenir des États-Unis, je pense plus largement, de cette décision-là, parce que si on se retrouve dans une polarisation extrême, comme on peut le voir, voilà, dans certains pays, y compris le nôtre, où on voit une radicalisation du spectre politique avec d'un côté à droite et à gauche, notamment pour les Juifs, c'est pas un bon signe, parce que de manière générale, je pense que les Juifs américains ont surtout besoin de dialogue et du centre et de la capacité de faire en sorte que les partis modérés à gauche et les partis modérés à droite puissent dialoguer et puissent trouver une forme de consensus, y compris notamment, bien évidemment, sur la question d'Israël et sur la question de l'antisémitisme. Et ces dernières années, on a un peu perdu cela. Ce qui est très frappant en vous écoutant, Simone, en observant ces trois situations françaises, américaines et britanniques, c'est que ces attaques, ces agressions, ces propos antisémites qui se diffusent dans la société ont, alors il faut mettre évidemment parfois des réserves, mais ont un prolongement politique à travers la critique féroce d'Israël à chaque fois dans ces partis, en tout cas pour une partie de ces partis. Oui, bien sûr. La question d'Israël et la question juive, plus généralement, je pense, elle a pris une partie extrêmement symbolique au sein de ces partis-là, et elle est là, la ligne de fracture de la manière de voir en réalité et concevoir le monde. Et ce sujet est structurant pour ces partis-là désormais, ces partis de gauche ? Oui, elle est entièrement structurante. Encore une fois, je pense l'un des premiers avec lequel on a vu ça, c'est Jeremy Corbyn, qui a une vision anti-impérialiste d'extrême gauche post-marxiste, et pour qui tout passe à travers la question palestinienne. Et ce n'est pas une blague, hein, quand un certain nombre de mouvements pro-palestiniens, en tout cas ils s'appellent comme ça, disent que la question de l'écologie, la question de la finance, la question de l'économie, la question du féminisme, tout passe par la question palestinienne. Donc elle permet de créer une manière de voir le monde, parce que pour eux, c'est la dernière question coloniale à travers laquelle ils voient le monde. Donc effectivement, la question palestinienne est centrale, et plus largement, encore une fois, je dirais la question juive qui est au centre de tout. Encore une fois, on le voit chez nous certainement aussi avec la France insoumise, pour qui c'est devenu la colonne vertébrale de toute leur politique. Alors, je ne sais pas s'il faut faire une transition avec ce que je vais avancer maintenant au sujet d'Amnesty International. La semaine a été marquée par la publication par l'ONG d'un rapport de 300 pages accusant Israël de génocide dans la bande de Gaza. Il y a quelques jours, Israël dénonçait, plutôt quelques semaines, dénonçait une décision antisémite de la part de la Cour pénale internationale, qui avait délivré des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Qu'est-ce que vous vous en dites de votre côté, Simone, quant à ce rapport d'Amnesty ? Est-ce que c'est par cette focale qu'il faut aborder la question de cette publication, ou il y a d'autres arguments avancés pour en contrer les conclusions ?
Je pense qu'effectivement, je sais pas si je l'appellerais antisémite, mais en tout cas, il y a la question d'une dérive idéologique de Amnesty qui a lieu en réalité depuis longtemps. Amnesty a été et qui fait partie de cette manière de voir le monde d'une manière voilà post-coloniale, anti-impérialiste, woke, dans laquelle s'inscrit un peu Amnesty depuis un bon moment, c'est-à-dire l'idée que finalement les droits ne sont plus tout à fait universels, et cela on l'a vu notamment beaucoup à Durban, à la conférence de Durban il y a plus de 20 ans, où déjà Israël alors que c'était une conférence contre le racisme, Israël est devenu le centre de l'incarnation du mal dans le monde, pour ces organisations qui sont censées défendre les droits de l'homme. Et ça débouche désormais sur une judiciarisation accrue de la question israélo-palestinienne. C'est peut-être la grande nouveauté du moment. Bien évidemment, et qui débouche aussi sur l'instrumentalisation. Donc, vous avez juste dit à juste titre du droit international, et plus largement de la question des droits de l'homme, plus largement de la question des institutions internationales. Et malheureusement, je pense que Amnesty s'inscrit dans cela. Quand Amnesty dit que, par exemple, la question, le terme génocide, qui est clairement défini par la Convention de Genève comme un terme juridique, est trop restrictif pour que et qui l'empêcherait en réalité de juger le soi-disant génocide à Gaza. On voit en réalité à quel point il y a une manipulation du terme même et surtout des fondamentaux juridiques qui ont pourtant été créés après la Deuxième Guerre mondiale pour régler notre ordre international. Donc en réalité, je pense qu'ils n'en ont pas conscience, mais en réalité, en instrumentalisant le droit international, en instrumentalisant les institutions internationales et multilatérales, ils les affaiblissent. Et en réalité, en dehors de la question d'Israël et de ce que cela fait pour Israël et pour les Juifs du monde entier, parce que bien évidemment, quand on accuse d'Israël de génocide, cela a des conséquences pour les Juifs dans le monde entier. En dehors de ça, ce que ça fait avant tout, c'est de remettre en question l'ordre mondial et les institutions internationales et le droit international. Je ne pense pas que ce soit leur objectif. Fragilisation du droit international qui profite ensuite à des pouvoirs autoritaires et dictatoriaux qui... Bien évidemment. Qui pour le coup, pratiquent ce type de dérive. Exactement, c'est ceux qui doivent se réjouir aujourd'hui s'appellent Vladimir Poutine, Xi Jinping et d'autres. Donc parce que tout est remis en question et donc les institutions internationales sont remises en question. C'est exactement aussi la même question avec la CPI, c'est-à-dire on tord les principes mêmes pour les faire rentrer dans une idée qu'on se fait de ce qu'il se passe à Gaza, afin de pouvoir accuser Israël, et en dehors du tort qu'on cause à Israël et aux Juifs du monde entier, avant tout, on rend service à tous les autocrates au monde qui ont pour objectif de défaire l'ordre mondial. Merci beaucoup Simone Rodin-Beneken d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'AJC, l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter sur radioj.fr et retrouver cet entretien en vidéo, notamment sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, la semaine prochaine.